Fort intérieur avec Bernard Werber. Seriez-vous en train, monsieur, de devenir une sorte de mythe, celui qui concilie la science, l'imagination et l'éthique? Ce qui est sûr, Bernard Werber, c'est que vos livres touchent la sensibilité de la jeunesse actuelle, en France comme dans l'Europe et, allons-y carrément, dans le monde entier. Votre secret d'alchimiste, l'art du récit sur les questions ontologiques, les questions essentielles que chacun doit se poser. Et ces questions, chez vous, sont exprimées dans le langage le plus simple, mais avec de très grandes recherches sur le plan de l'imagination. 8 livres en 10 ans, depuis Les Fourmis en 1991, tous ces ouvrages chez Albin Michel, jusqu'à cet ultime secret qui est sorti en 2001, en passant par d'autres fourmis, mais comme elles ont trop tendance à vous coller à la peau, nous parlerons peu d'elles. Pour nous arrêter sur les thanatonautes en 94, je crois que c'est un néologisme de votre part. Oui. J'ai remarqué d'ailleurs qu'à la fin de la plupart de vos ouvrages, Bernard Werber, vous indiquez quelles sont les musiques qui ont inspiré vos livres, enfin plutôt qui ont suivi l'écriture du livre. Oui, parce que ces musiques m'ont bercé, et par moments je dirais que c'est la musique qui a fabriqué le style du livre. Je commence par sélectionner la musique. Par exemple, sur les thanatonautes, c'est très très net, c'était Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Je mettais cette musique très très fort dans mes oreilles, et ça me faisait l'effet d'un shoot, c'est-à-dire que j'avais la sensation de sortir hors de mon corps et de voler vers le paradis. C'est la magie de Debussy, et je me suis dit, il faut lui reconnaître, lui rendre hommage, et à la fin du livre, signaler, si j'ai eu l'impression de mourir et que j'ai pu vous transmettre cette impression par mon écriture, au point que vous avez vous-même l'impression de partir vers le paradis, c'est un peu grâce à Debussy. Et votre cerveau, votre sensibilité sont capables à la fois de recevoir la musique dans sa totalité et en même temps de se donner totalement à l'écriture du livre. Oui, parce que chez moi, le processus d'écriture fonctionne un peu comme une projection cinématographique dans mon cerveau. Je sais la scène que je vais devoir faire, par exemple ça va être une scène de bataille, je vais mettre une musique de bataille, et à ce moment-là, je tape tellement vite à la machine à écrire que c'est presque comme si j'étais moi observateur de la scène se fait toute seule, il n'y a pas d'effort intellectuel, c'est-à-dire je ne me dis pas il va falloir que je mette un joli mot là pour décrire cet instant, non, c'est des plans, c'est comme des plans de caméra, ça va très très vite dans ma tête et ça suit la musique, et quand je suis dans cet état-là, cet état d'excitation, je peux arriver. Alors Bernard Werber, on s'est un peu éloigné de votre enfance. Et je vous vois joyeux, là vous nous parlez de l'extase de l'écriture, vous êtes en plus un auteur couronné célèbre, et pourtant, lorsque vous parlez de votre enfance, lorsque vous l'évoquez, vous parlez souvent d'un enfant angoissé. Oh ben je suis un adulte angoissé aussi. Qui se cache. Vous savez, le métier d'écrivain, c'est un métier de planqué, hein. On est seul devant son ordinateur à créer des mondes. C'est une manière aussi de ne pas être complètement dans le monde. Je suis conscient que c'est une fuite, voire une schizophrénie. Maintenant, si cette schizophrénie peut faire plaisir à d'autres, et si ça me permet de faire de l'art, c'est fabuleux. Je me sens privilégié. Mais c'est évident que je ne suis pas un enfant normal. Si j'étais un enfant normal, je ferais des choses normales, et j'aurais un métier normal, et je n'écrirais pas de livres. C'est parce qu'à un moment, je me suis senti dans un monde intérieur très riche et que j'ai eu envie de le cultiver, parce que le fait de lire des auteurs, le fait d'écouter des musiques me donnait des frissons de joie complets que j'ai eu envie à mon tour de créer. Mais c'est venu très vite d'ailleurs cette envie. Oui, dès l'âge de 8 ans. Mais dès l'âge de 8 ans, en même temps qu'il y a eu cette envie, il y a eu un phénomène, je dirais, de renfermement. Au fur et à mesure que j'étais bien dans mes romans, dans mes histoires, dans les romans que je lisais, j'étais moins bien dans le monde normal. Je suis conscient que c'est comme une drogue. Mais il fallait que j'ai ces extases et ce plaisir à écrire et à lire pour pouvoir le transmettre après. C'est parce que je m'éclate en écrivant que les gens vont s'éclater. Alors on reste toujours dans le domaine un peu de ces recherches d'un ailleurs qui étonne. Vous êtes intéressé à la civilisation des Mayas. Oui, je comprenais pas pourquoi les Mayas se sont suicidés. Je me suis dit, tiens, voilà une civilisation qui arrive à son apogée, et tout d'un coup, paf, ils décident, c'est fini, on arrête tout, on ferme la boutique. Et ça, c'est fascinant. Le destin d'un peuple, et ils se sont suicidés avant que les conquistadors arrivent. C'est ça qui est incroyable. Et vous avez une réponse ? Non, si ce n'est que je me suis intéressé à comprendre
notamment leurs horoscopes, puisque toute leur vie était basée sur des horoscopes. Et à un moment, il y a leurs augures ont dit la fin du monde va arriver à telle date, donc on va se suicider juste avant. C'est l'explication qui semble la plus logique de leur autodestruction. Enfin, ça s'est pas fait sous forme de suicide, mais ça s'est fait sous forme d'acceptation Ils ont d'un quitté leur adversaire. ville, ils ont détruit leurs monuments, ils ont fui dans les campagnes, ils ont oublié leur langue, ils ont oublié leur civilisation. C'est étonnant. Et je me suis par la suite toujours intéressé à ces civilisations disparues qui avaient probablement des tas de choses passionnantes et qui n'ont pas pu les livrer. Et je crois que nous perdons énormément de ne pas connaître ce qu'ont fait nos ancêtres. Ça n'est pas valoriser ceux qui ne sont plus là. Quelque part, d'ailleurs, je crois que vous dites dans un de vos livres, peut-être dans Le Père de nos pères, qu'il faut se méfier quand même de la valorisation Oui, que il faut l'on pas met vivre. sur le disparu. Il faut pas être passéiste. Il faut pas souhaiter que demain soit un autre hier. Mais par contre, si des gens ont trouvé des solutions dans Le parfum dans votre vie. le parfum, donc j'ai fait. Il y a une chose qui m'angoissait, c'est que l'écriture ne touchait que les yeux et le cerveau. Enfin, le cerveau dans son côté intellectuel. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse une histoire qui s'écoute avec de la musique, mais aussi, pour être encore plus dedans, il faudrait fabriquer le parfum qui correspond à l'odeur de l'histoire. Donc j'ai pris des cours de parfumerie. Ça devait être alors que j'étais en classe de première. J'avais d'ailleurs des notes déplorables parce que je prenais des cours de parfumerie et d'imprimerie et que j'écrivais des histoires. Enfin, je faisais tout sauf faire correctement mes études. Et le parfum, un avantage, c'est que c'est un signal direct qui rentre dans le sang. Le son ou la lecture d'un livre ou la vision d'une image est interprétée par le cerveau. Mais là, quand vous respirez un parfum, les muqueuses nasales font entrer directement dans le sang. Donc c'est un art qui rentre dans notre corps. Et c'est ça qui m'intéressait dans le parfum. Donc j'ai fabriqué des odeurs qui correspondent aux ambiances de mes histoires, donc des odeurs de chocolat, des odeurs de marmites qui cuisent, des odeurs de rue la nuit. J'ai essayé de fabriquer des odeurs de rue la nuit, des choses comme ça, ou des odeurs de neige. Et cet art du mélange, de la recherche justement d'un parfum, vous a aidé ensuite pour l'écriture? Énormément. D'ailleurs, avant d'écrire, je dessine mes personnages, je dessine les scènes, je cadre mes scènes, j'essaie de m'entourer d'éléments faisant partie de la vie des personnages. Ça peut être... En fait, pour quelqu'un qui se présente comme un mauvais élève, vous êtes un très gros travailleur. Bah, c'est pas vraiment du travail. Le mot travail vient c'était un supplice romain, c'est le trépied, on pendait les gens par les pieds. Ouais. Vous aimez bien l'étymologie. Ouais, non, la connaissance du latin permet de comprendre plein de choses et permet de comprendre les mots qu'on utilise. Donc pour moi, le travail, c'est forcément quelque chose de pénible. Or, il s'avère que je serais prêt à payer pour pouvoir continuer d'écrire. Et seul sur une île déserte, même sans lecteur, je continuerai à écrire parce que c'est un besoin naturel. Et si j'écris pas, je déprime très très vite. J'ai pas pris de vacances depuis pratiquement 10 ans. Et pourquoi ? Parce que chaque fois que j'écris mon personnage en montgolfière, je suis en montgolfière. Quand j'écris mon personnage est en train de nager dans l'océan Pacifique, je suis dans l'océan Pacifique. Et c'est parce que ça marche bien l'écriture que je n'ai pas besoin de le vivre. Mais je vous dis, c'est peut-être pas normal, c'est peut-être une forme de schizophrénie. Mais j'en suis content. Quand on écrira le récit de votre vie, il suffira d'écrire le récit de vos personnages. Ah oui. Oui. Alors là, on aura une des vies les plus passionnantes du siècle. Oui, d'ailleurs, je crois que j'écris pour être compris, pour que les gens me connaissent, pour qu'ils sachent ce que je ressens. Je suis dans chacun de mes personnages. En fait, même si ça parle d'histoires extraordinaires, ça parle aussi de fragments de mon cerveau, de fragments de ma pensée, de fragments de mon histoire. Je veux pas être exhibitionniste, donc je vais pas faire un livre dans lequel je vais mettre, moi, Bernard Werber, écrivain, je vais vous raconter ce qui est arrivé dans ma vie. Mais par contre, je vais raconter l'histoire de Isidore Katzenberg. Voyage dans l'imaginaire, Bernard Werber, mais quand même les États-Unis dans la réalité. Oui, en fait, j'ai jamais souhaité voyager. C'est presque des tas de situations qui m'ont amené à voyager dans le monde entier. Donc, je me suis retrouvé aux États-Unis, mais aux États-Unis, je me suis fait voler l'argent pratiquement dès l'arrivée à New York. Donc, j'ai continué. C'était plutôt la découverte du métier de clochard, puisque j'étais avec un copain, on s'est fait voler l'argent par un pickpocket dès notre arrivée. Et donc, on a fait quand même New York, Los Angeles, Texas, le Mexique. On a fait tout ça en dormant dans des gares, en mangeant un repas tous les 2 jours. Et les États-Unis, pour moi, étaient l'expérience de la pauvreté absolue d'un pays dans lequel être pauvre est vraiment un handicap. Influence quand même d'une certaine forme de la littérature américaine qui touche les domaines que vous allez aborder. Alors, la littérature américaine m'a nourri parce que la littérature, c'est surtout, j'allais dire, les auteurs de science-fiction américains
me semblait avoir un renouveau que je n'arrivais pas à trouver en France, c'est-à-dire une volonté d'explorer de nouveaux territoires. Et peut-être parce que les auteurs de science-fiction américains étaient aussi des scientifiques, et ça m'a tout de suite plu. C'est-à-dire Isaac Asimov, quand il parle, on sait qu'il connaît son domaine. Frank Herbert, quand il parle, on sait qu'il connaît son domaine. Philippe K. Dick aussi. Alors qu'en France, j'avais l'impression que les auteurs de science-fiction faisaient une sorte de style science-fiction avec des extraterrestres, des fusées, des lasers. Et vous évoquiez l'océan ? Alors. Fondamentalement non violent, et je considère que dès le moment où un message a besoin de la violence pour passer, c'est que ce message est dès le départ erroné. Et l'un de mes personnages, notamment dans Le Père de nos pères, dans L'Ultime Secret, cherche la voie de moindre violence, c'est-à-dire la voie du futur dans laquelle il y aura besoin du minimum de barbarie pour pouvoir évoluer. Voilà, sachant que chaque fameux fois... Isidore Katzenberg, voilà, qui est un grand solitaire, qui vit dans un château d'eau, qui apparemment se montre insensible au charme de la jeune et belle Lucrèce, jusqu'au jour où, je laisse 3 petits points, on verra la réponse dans L'Ultime Secret. Mais allons d'abord les retrouver dans Le Père de nos pères. C'est donc une histoire qui commence par un crime, donc on est apparemment dans un roman policier avec 2 journalistes qui vont enquêter, donc ce ne sont pas des policiers qui enquêtent, ce sont des journalistes qui enquêtent, comme si la police était absente de cette réalité-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez nous montrer à travers cette enquête les différentes hypothèses à propos du chaînon manquant entre l'animal et l'homme. Oui, je voulais surtout montrer qu'il y a une langue de bois en science que j'ai vraiment découvert en étant journaliste scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tout d'un coup s'approprient, voilà, notre origine c'est ça, ils vous le disent, et il n'y a plus de contradiction parce que c'est le type qui passe à la télé, donc s'il passe à la télé c'est qu'il a raison. Et les théories sur l'origine de l'humanité, il y en a des centaines, il y en a certaines très amusantes, il y en a certaines qui sont difficiles. Alors parlons de Lucrèce et Isidore, parce qu'on va les retrouver dans L'Ultime Secret, et peut-être même dans un ouvrage suivant. Oui, enfin, on a l'impression que ce sont des personnages qui vous habitent, donc... c'est un peu mon Sherlock Holmes et Dr. Watson. Alors, Lucrèce, elle est rousse, elle a de très beaux cheveux, elle est sémillante, mais elle a un sacré caractère. Ça me semble représentatif des nouvelles femmes. On a actuellement... Ah bon, elles sont comme ça ? Elles sont dynamiques, elles sont agressives, elles sont des guerrières. Ouais. Je crois qu'il y a une nouvelle génération de femmes guerrières et il y a une nouvelle génération d'hommes démissionnaires. C'est-à-dire que les hommes ont envie d'être tranquilles et les femmes ont envie de conquérir des territoires. Il y a un croisement qui s'est fait, c'est très récent, ça doit être un effet post-féministe, mais pour moi, c'était source, en tout cas, de faire de nouveaux personnages, c'est-à-dire une femme qui fonce tout le temps dans l'aventure, dans le danger, et un homme qui la regarde de loin en essayant de comprendre exactement ce qu'elle veut faire et en essayant de l'aider juste en l'apaisant et en l'aidant. Mais ce couple, Isidore et Lucrèce, en effet, je compte le réutiliser parce qu'il m'amuse beaucoup et qui me semble représentatif aussi d'une nouvelle
une nouvelle manière d'être dans le monde, à sortir des étiquettes. La femme n'est pas forcément la petite chose fragile qui est derrière en train de dire « Oh James, qu'est-ce que vous êtes courageux ?» Non, elle peut être en train de dire « Bon Isidore, tu pourrais me donner un coup de main pendant que je suis en train de me battre avec les méchants, au lieu de rester là les bras croisés. » Oui, alors, Moi je la vois plutôt comme ça. on pourrait s'amuser, moi je cherche pas du tout à vous chipoter sur ce plan-là, on pourrait s'amuser parce que Lucrèce se met quand même d'elle-même dans des situations impossibles. Alors plusieurs ingrédients dans cet ouvrage, donc on l'a vu, il y a les hypothèses sur l'origine de l'homme, le père de nos pères, ce fameux chaînon manquant, que s'est-il passé, un météorite est venu, est-ce que c'est venu de l'extérieur, est-ce que c'est venu de plaques telluriques qui ont bougé, qui ont fait que l'homme a été obligé de s'adapter à de nouvelles situations géographiques, etc., etc. Donc ça, vous les énumérez, puisqu'en fin de compte, chacun des suspects du crime représente une de ces théories. Donc vous arrivez à concilier les deux, c'est-à-dire le côté roman policier et en même temps tout ce côté didactique qui est si important chez vous. Vous avez bien porté des informations. Ah oui. Mais autre originalité, qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'Ultime Secret, c'est que vous avez deux histoires en parallèle. C'est que au moment où, en même temps qu'il y a cette recherche de l'éventuel coupable de ce crime, il se passe quelque chose justement dans la savane. Exactement. Alors dans Le Père de nos pères, j'avais en effet un récit parallèle qui est l'enquête de nos jours pour essayer de savoir ce qu'est le chaînon manquant. Et ce qui m'amusait, c'était de faire en parallèle le chaînon manquant qui raconte sa vie de tous les jours, mais on ne sait pas qui il est, mais on sait ce qu'il fait. On sait qu'il chasse, on sait qu'il a peur des lions et des hyènes, on sait qu'il a des difficultés à survivre dans la chaleur, à survivre dans la boue, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Donc on entend penser. Et c'est au lecteur, ça me semblait un jeu intéressant, d'essayer de déduire à travers les actes de sa vie, le fait qu'il cherche les puces, par exemple, sur les autres, le fait qu'il ait peur des oiseaux, qu'il ait peur des... Alors, continuons à parler de vos bébés. Avant d'aborder l'Ultime Secret de votre dernier ouvrage, voyons deux autres livres aussi qui forment un couple, Les Thanatonautes et oui. L'Empire des Anges. Hein. Donc là, à nouveau, vous avez essayé de créer une sorte de diptyque. Voilà, triptyque. Ça faisait des trilogies, c'est-à-dire que les fourmis, c'était les fourmis, le jour des fourmis, la révolution des fourmis. Il y en a 3, oui. Et là, pour l'instant, il n'y en a que 2, c'est oui, les Thanatonautes, l'Empire des Anges, mais je suis précisément en train d'écrire le 3e, qui serait le Royaume des Dieux, pour l'instant, enfin, le titre est à voir. Et quand j'ai un monde qui est suffisamment riche, j'ai besoin de 3 livres pour l'explorer à fond. Mais quand j'ai écrit les Thanatonautes, au début, ça devait être un livre autonome, de même que quand j'ai écrit les fourmis, ça devait être un livre autonome. C'est à la fin que vous avez senti le besoin d'un second. Oui. Voilà. Et c'est à la fin du second que vous sentez le besoin du 3e. Oui, parce que 2, justement, diptyque, ça me semble un peu bancal, malgré tout. Je crois qu'il faut 3 axes pour arriver à ce que ça soit bien stable. Oui. Mort et ange. Mort et ange et Dieu, pour le 3e élément. Mais les Thanatonautes était un grand challenge, parce que ça devait être le livre qui devait me permettre de sortir de l'imagerie fourmi, que vous évoquiez tout à l'heure. Et moi, on en a parlé très peu. Hein, ça. Et je crois que je suis allé un peu trop loin. D'abord, le titre, les Thanatonautes, les gens n'arrivaient pas à le prononcer. Et l'idée de parler de la spiritualité d'une manière laïque, de parler des near-death expériences sans vouloir dire « vous devez croire qu'il y a une lumière et un tunnel », mais juste en disant « il y a peut-être un tunnel et il y a peut-être un moment où vous serez jugé », c'était quelque chose qui était un peu trop nouveau au moment où c'est sorti. Je suis là pour informer, pour transmettre des idées, pour transmettre des questions, et surtout pas pour me prendre au sérieux. Non, pas de leçon, mais il y a quand même une quête de sens chez vous. Ah bah oui. Il y a des valeurs éthiques fortes, on l'a déjà vu. Par exemple, lorsqu'il est question de la drogue, dans plusieurs de vos ouvrages, vous êtes là extrêmement ferme pour montrer qu'il faut s'en passer, et qu'il y a d'autres moyens d'atteindre l'extase que les moyens artificiels. Et je dirais même que par rapport à la violence aussi, vous avez des réponses fermes et nettes. Donc vous n'êtes pas indifférent par rapport aux grands problèmes moraux. Je suis conscient quand même qu'en écrivant, je suis lu par des tas de gens. Il faut que j'arrive à transmettre les valeurs qui me sont chères, qui me semblent évidentes. La drogue, c'est une impasse. La violence, c'est une impasse. Donc si je peux dire aux gens, bah tiens, vous prenez pas un train dans la figure, vous pouvez mettre votre énergie dans d'autres choses comme l'art, qui me semble la grande force du 3e millénaire, ou la création de groupes d'entraide. Ça peut paraître surprenant que je dise ça, ou évident, mais c'est forcément le futur. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé par les fourmis. Les fourmis, c'est un système d'entraide, c'est un système qui fonctionne, de société qui fonctionne, et c'est un système dans lequel les êtres ne sont pas exclus. Notre société humaine a un drame actuellement, nous avons de plus en plus d'outils de communication, et nous communiquons de moins en moins. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est recréons des sortes de communautés dans lesquelles les gens se remettent à parler. On voit un peu ça sur
Alors en ce moment, je suis dans un bar, pas très loin de la maison de la radio. Je suis avec un drôle de bonhomme. Bonjour, vous pouvez dire bonjour pour voir s'ils vous reconnaissent. Bonjour. Ils vous ont pas reconnu. C'est terrible, hein. Je suis avec une célébrité incroyable. Alors là, on sort, hein, on est dans la rue. Je suis avec une célébrité, les gens le croisent et ne s'inclinent pas. Comment expliquez-vous ça, Bernard? Je suis une célébrité inconnue. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez écrit, je sais pas, plus de 2000 pages au cours des 5 dernières années. Oh non, j'ai dû écrire bien plus que ça. J'ai dû bon écrire 10 000 ou 20 000. Ah bon. Il y en a que 2000 qui sont sortis. Voilà. Est-ce qu'on se fait écraser ou on attend le feu? Oui, non, on y va. Historique. Si on se fait écraser... Bon. Ça lancerait l'émission. Là, on est en train de traverser la rue. C'est quand même un petit exploit. Voilà. Après, il faudra remplir tout le reste de l'après-midi. Juste, je ne pourrais plus parler. Non, mais j'ai plein d'éléments pour dire après. Voilà ce qui est arrivé à ce type. On le regrette. Il était formidable et Comme tout. il a bien fait de mourir maintenant, parce que comme ça, on peut déjà le regretter. Vous étiez un enfant sage ou vous étiez un enfant insupportable? J'étais un enfant solitaire surtout, c'est-à-dire que j'avais du mal à me mêler aux autres élèves. Et j'adorais très très vite écrire des histoires et lire. Je crois que ma première histoire, j'ai dû l'écrire à 8 ans. C'était l'histoire d'une puce qui visitait une personne. Il y avait déjà un insecte. Besoin. Oui, j'avais envie d'une vision de l'inframonde, je dirais, des petits, un angle des petites choses sur les grandes choses. Et la deuxième histoire, c'est un château magique qui mangeait les gens. On s'apercevait qu'en fait, à la fin, c'était le château qui était vivant et que c'était les murs qui mangeaient les gens. Je vais avoir 8 ans à peu près. C'était déjà des histoires qui prônaient la révolution sans violence ou c'était des histoires où on s'entretuait un point, c'est tout? Non, il n'y a pas du tout de violence. J'ai toujours... j'aime pas la violence. Non, j'aime pas la violence. C'était plutôt des rêves. En fait, je crois que c'est ce que je rêvais à l'époque. Et j'ai toujours accordé énormément d'importance à mes rêves parce que les rêves, c'est ce que je suis vraiment. C'est-à-dire, le monde extérieur peut m'influencer, mais ce qu'il y a au moment où je rêve, c'est pur, c'est propre, c'est 100% copyright Bernard Werber, il n'y a personne qui m'influence là-dessus. Ça se voit quand on vous lit. Mais c'est agréable d'avoir quelque chose de vraiment authentique. Je crois que la seule authenticité de chacun, c'est nos rêves. Quand je suis dans un rêve, c'est pas un réveil qui va me sortir de là, c'est comme il me sortait un film. Mais vous arrivez à rêver sur commande ? Disons que j'arrive déjà à me souvenir de mes rêves le matin, ça c'est un travail, c'est une habitude à prendre. Et ensuite, j'arrive pas un moment à reprendre un rêve là où j'avais arrêté la veille. Mais ça aussi, c'est une discipline qu'on se fixe. Et comment on fait ? Vous êtes un utopiste ou pas ? Oui, utopiste, je suis pas sûr que ça serve à rien, ça va interpeller forcément des personnes qui nous écoutent, après il faut réussir à le mettre en pratique. Mais... Utopiste, le mot utopie signifie lieu qui n'existe pas. Donc si je rêve d'un lieu qui n'existera pas, ça sert à rien. Rêveur, ça veut dire je rêve d'un monde meilleur. Et rêvant d'un monde meilleur, ce monde meilleur pourra un jour exister, je l'espère. On retrouve vos rêves d'ailleurs dans vos livres. Oui, essentiellement. Surtout le prochain, je ne sais pas si on en parle tout à l'heure. On en parlera, c'est 17 rêves, mais si nous avons cette radio dans laquelle je peux parler actuellement et être entendu, c'est parce que quelqu'un a rêvé de ça. Quelqu'un un jour s'est dit, il y aura des gens qui parleront devant un micro et les gens l'entendront sur toute la France. Il y a quelqu'un qui a dû rêver de ça. Si nous ne sommes pas en guerre actuellement avec l'Allemagne et l'Europe, c'est parce qu'il y a quelqu'un à un moment qui s'est dit, j'ai rêvé d'un traité de paix qui fasse que les pays se tapent plus dessus. Il faut rêver du positif pour que ce positif puisse exister. Si on ne fait que vivre dans l'angoisse, oh c'est affreux, on va vers un monde dans lequel il y a la guerre et la pollution, ça n'avance à rien. C'est pour ça que je vous dis l'avenir est aux visionnaires. Et l'avenir est aux gens qui s'autorisent à penser large et à penser loin. Et j'espère que dans la littérature émergera un petit groupe, dont j'espère que j'initie à cette seconde, un petit groupe d'auteurs, et j'espère ne pas être le seul, parce que je commence à être fatigué de ramer à contresens. J'ai vraiment l'impression d'être un saumon qui remonte une rivière à contresens, et c'est par moments épuisant. Mais en même temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, et j'espère que j'ouvre la porte à toute une génération d'auteurs. Je suis en guerre contre un vieux système tenu par des cons, voilà. Voilà, les choses sont claires, oui. Ça s'appelle le système littéraire, qui est un système dans lequel il y a des gens grabataires qui décident qu'on doit toujours lire les mêmes livres ennuyeux, sinon c'est pas de la vraie littérature. Et en effet, comme vous avez retrouvé ce vieil enregistrement, j'aimerais qu'il y ait une nouvelle science-fiction qui naisse en France, qu'il apparaisse une vague de jeunes avec de l'imagination, avec des idées qui se permettent de dire attendez, je ne vais pas parler de avec qui je couche, ni qu'est-ce que je prends comme drogue le soir dans les soirées parisiennes, mais qui essaient d'imaginer le monde du futur. Suivez mon regard. Hein. Une société est forte quand elle a une vision sur le futur, évidemment. Si nous sommes tout le temps en train de regarder notre passé, à faire des livres d'histoire où les gens se regardent leur nombril, ou alors ils regardent le passé glorieux de Louis XIV, on est foutus. Et pas que les scientifiques qui regardent vers l'avenir, selon vous, c'est aussi les écrivains et donc la science-fiction. Les scientifiques n'osent même plus regarder l'avenir. Mais nous sommes très très peu à oser dire
essayer d'imaginer un autre monde, essayer d'imaginer comment pourrait évoluer notre société. Parce que c'est maintenant, on se dit c'est trop complexe, plus personne ne peut y voir. Mais si, suffit, on en rêve la nuit. Moi, cette nuit, je rêvais d'un autre monde. Hier, ce matin, je suis avec vous, je ne peux pas écrire. Hier, j'ai écrit sur un monde où il n'y avait que des femmes. C'est une vision du futur. J'ai écrit sur des mondes où il n'y avait plus de pétrole. J'imagine. On est libre. Vous trouvez que notre époque manque d'imagination, justement, au-delà du monde littéraire? Tout le monde se surveille, tout le monde essaie de faire des trucs conventionnels. Ma vie est d'une simplicité, d'une banalité qui fait son charme d'ailleurs, mais je ne recherche pas à avoir une vie extraordinaire. L'extraordinaire, je l'ai dans mes romans, je l'ai dans les mondes imaginaires que j'ai dans ma tête, donc j'ai pas besoin de sauter du haut des falaises avec un élastique, ni de partir dans la jungle pour avoir des sensations fortes. Il suffit que je me mette devant mon ordinateur, que je mette une musique de film un peu comme celle qu'on écoutait tout à l'heure, et je suis vraiment parti, et j'ai plus conscience même du temps. C'est-à-dire, c'est même plus moi qui écris, je suis comme au cinéma, je suis le premier spectateur de ce que j'écris. Et c'est vraiment très très agréable. À la limite de la perversion, c'est vrai. Prendre autant de plaisir à écrire, c'est pas complètement naturel. Vous savez que je vous envie un petit peu. Mais, Parfois. vous savez, on parle de la réincarnation, j'ai peut-être attendu beaucoup de vies avant d'arriver à celle-ci où je peux écrire et être publié. C'est peut-être ma meilleure vie, et donc j'essaie d'en profiter aussi. Vous êtes quelqu'un de très plongé dans son univers, on l'entend depuis le début de cette émission. Est-ce que vous arrivez quand même à partager, à vivre ne serait-ce que le présent, vous qui regardez toujours le futur? C'est vrai, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Je vais vous dire, maintenant, je vis l'écriture comme une forme de pathologie. Il faudrait peut-être que j'aille consulter un D'où psy. l'ordinateur dans la valise, je Voilà. rappelle. C'est-à-dire que je passe mon temps à écrire, et plus ça va, plus j'écris, et plus j'écris, plus je me régale à écrire. Et je crois que mon plaisir d'écriture dépend le plaisir de lecture. Et donc, vous savez, il y a une phrase que disent souvent mes personnages, c'est entre combler ses points faibles ou renforcer ses points forts, il vaut mieux choisir renforcer ses points forts. Donc j'ai tellement renforcé mon écriture que maintenant c'est devenu ma vie. Même cette émission que je fais à la radio, je suis déjà en train de penser à certaines phrases que je pourrais réutiliser dans mon prochain roman. C'est vrai? Je recycle Incroyable. tout. Tout ce qui m'arrive, je vois en arrivant, je découvrais Paris, je me dis tiens, ça peut me servir de décor pour le roman. Tout me sert pour les romans. Ça veut dire que vous êtes particulièrement touché quand, par exemple, les Thanatonautes ne se vendent pas forcément aussi bien que les fourmis avant le gros succès du cycle des dieux. C'est pour ça que je disais c'est une pathologie. Ouais. Oui, tout à l'heure vous disiez que tout avait marché, et en effet, les Thanatonautes a été un grand échec littéraire. Enfin, grand échec littéraire, ça s'est quand même vendu à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Puis depuis, c'est devenu une référence. Je crois qu'ils en avaient tiré 70 000, ils en ont vendu 10 000, donc il y a 60 000 qui sont partis au pilon, et il n'y a pas eu un seul média, un seul journal, une seule radio qui a parlé de l'existence de ce livre. Et ce n'est bien que plus tard que un roman, c'est avant tout une énigme à résoudre. Et il faut le premier jeu, c'est de trouver une fin auquel le lecteur n'a jamais pensé. C'est pour ça que je commence par écrire la fin, et après j'écris le début. Comment ça, vous commencez par écrire la fin? J'irai dans l'ordre. 1, je trouve l'idée. 2, je trouve la fin inattendue. 3, je trouve le milieu. Et 4, je commence à remplir. Vous bossez toute la journée? 4h30 tous les matins depuis l'âge de 16 ans. Mais vous savez, écrire, c'est un métier. On l'oublie souvent parce que tout le monde écrit maintenant, alors on ne sait plus très bien qui fait quoi. Mais c'est un métier, et si on ne fait pas 4h30 tous les matins, c'est comme un muscle qui s'entretient, ça se détend. Je fais 4h30 tous les matins, et tous les jours, de 6 à 7, j'écris une nouvelle avec un début, un milieu, une fin surprenante. Toujours pour entretenir l'imagination et écrire de plus en plus vite. Et c'est pas seulement de plus en plus vite, mais foncer tout de suite à l'essentiel et ne pas me perdre dans les détails inintéressants. Tout de suite prendre les gens. Puis même, j'ai travaillé aussi sur l'hypnose. Il me semble que l'un des moyens justement de captiver le lecteur, c'est d'utiliser des techniques d'hypnose qui font qu'on est peu à peu entraîné dans un chemin et qu'on ne peut plus faire demi-tour. Et ça, c'est l'idéal du roman, en fait. J'ai quand même un grand souci quand j'écris, c'est que les gens ne puissent pas décrocher, que ça soit vraiment... C'est mon souci, c'est à vrai dire, c'est mon obsession, c'est que les gens se disent, bon, bah là, ça rame un peu, je vais aller regarder ce qu'il y a à la télévision. Donc, déjà, le livre, par exemple, La Révolution des fourmis, c'est un livre qui faisait 1500 pages, que j'ai réduit à 500. Seulement 530 Et j'ai évacué, voilà, tout ce qui était inutile, tous les dialogues inutiles, toutes les descriptions qui ne servaient pas directement à l'action. Moi, mon truc, c'est le dessin. Mon deuxième truc, c'est le cinéma. Et le troisième truc, c'est l'écriture. Donc, je dessine mes personnages. Je storyboard certaines scènes de mes romans. Et je pense toujours au rythme du cinéma pour ne pas ennuyer les gens. Donc, pas de description longue juste pour faire joli. Pas de dialogue qui servent à rien. On avance tout le temps, on avance. Et donc, mes chimères, mes dieux, mes décors, je dessine des plans, je dessine...
Pour créer un monde, il faut le dessiner. Il faut l'avoir bien en tête, il faut mettre des couleurs, il faut mettre des odeurs, il faut mettre des musiques. C'est comme ça que le monde existe. Si vous faites juste que des personnages qui parlent ou des gens auxquels il arrive des aventures, au bout d'un moment, c'est ennuyeux. Donc j'essaie de mettre autrement dit, quand beaucoup... vous dessinez, vous vous prenez vraiment pour un dieu. Vous créez Non, l'univers. je me prends pour Votre un- univers de... Je me prends pas pour un dieu. Non. Le dieu de votre Vous- histoire. le créateur. J'aime bien la notion de créateur. Tout Ouais. artiste est Mm. créateur. Et par sa seule action, on fait que cette chose existe. Quelque part, on devient le dieu de cette chose qui existe. Pour moi, je pense en images. Quand j'écris, je décris les images qu'il y a dans ma tête. Je n'aligne pas des phrases. Je suis beaucoup plus sensible à la musique et à l'image qu'à l'accumulation de mots. L'accumulation de mots, pour moi, je pourrais écrire dans une autre langue, ça serait exactement pareil. Ce qui m'importe, c'est les couleurs et où on place la caméra dans le roman, déjà. Donc en fait, depuis le début, vous écrivez comme un cinéaste. Donc en fait, est-ce Oui. que Bernard Werber en fait n'est pas un cinéaste et pas un écrivain? Moi, je me définis... le mot écrivain me semble presque prétentieux, parce que quand je vois les écrivains à la télé, il me semble qu'ils sont très prétentieux. Moi, je me définirais comme un conteur, et Oui. la lignée dans laquelle je m'inscris, c'est celle du conteur au coin du feu, celle du père qui raconte des histoires à ses enfants. C'est Perrault, c'est Grimm, c'est Andersen, c'est Jules Verne, c'est-à-dire des gens qui font rêver et qui accordent plus d'importance à l'histoire et aux péripéties que à la langue et à la beauté des mots. Pour moi, les mots sont des moyens, ce ne sont pas une finalité. Je ne vais jamais mettre, par exemple, un mot compliqué pour essayer de snober mon lecteur. Au contraire, je fais une version où je me laisse aller à écrire comme je le sens, et après j'enlève tous les mots compliqués pour que ça soit complètement fluide, et que le lecteur, lui, ne se préoccupe que d'une chose, c'est que va-t-il arriver au personnage. Il ne faut pas que le lecteur se dise « je lis un livre », il ne faut pas qu'il se dise « il y a un écrivain derrière », il ne faut pas qu'on voit le montreur de marionnettes. Il faut, enfin le manipulateur de marionnettes. Et donc vous avez franchi le pas en 1999 avec La Reine de Nacre. Voilà, 2 ans de préparation pour un film à grand spectacle finalement de 16 minutes, qui est un court-métrage, mais malheureusement qui a été diffusé que dans les festivals et à Canal+, et qui est vraiment, c'est-à-dire il y a une poursuite à cheval, poursuite en avion, on a fait venir une moto de collection d'Ukraine, on a toutes les pièces, on a créé des vêtements, on a créé des décors, il y a 210 plans dans 70 effets spéciaux, c'est-à-dire je me suis autorisé à faire un petit Brésil à la française, malheureusement peu de personnes ont dû le voir. Bernard Werber, alors dans quel genre situez-vous votre Reine de Nacre, policier, science-fiction, tout à la fois? Oui, un peu tout à la fois, fantastique surtout. Donc c'est une sorte d'enquête à la chapeau blanc et bottes de cuir dans un monde où il y a une série de meurtres. Enfin, dans un monde, c'est notre monde. Il y a une série de meurtres qui obéissent à une partie d'échecs célèbre, ce qu'on entendait. Si ce n'est que chaque fois qu'une pièce agit, en fait, le cavalier, c'est un vrai cavalier, avec une épée qui poursuit les gens dans les rues et qui les décapite, si je peux dire. La Reine de Nacre, c'est une femme qui a un fusil, qui est une sniper. Le pion, c'est un vrai pion de lycée. Donc tous les éléments de la partie d'échecs sont complètement extrapolé, et en fait c'est un monde qui ressemble assez à celui d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un mélange entre Chapeau blanc, Alice au Pays des Merveilles, avec un petit côté Brésil, et surtout une imagerie. Vous connaissez Bernard Werber, c'est un écrivain, et un écrivain ô combien talentueux, qui vend beaucoup de livres. Ça a commencé avec Les Fourmis en 91, et nous en sommes aujourd'hui au Souffle des Dieux. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Mais nous n'allons pas parler littérature aujourd'hui. Ah, merci. Oui, on vous parle habituellement littérature. Oui, ça me change. Et comme vous êtes dans une émission de cinéma, on va parler de cinéma. Avec plaisir. Parce que vous avez déjà réalisé des courts-métrages, 2, si ma mémoire est bonne. Voilà, La Reine de Nacre et un court-métrage qui s'appelait Les Humains. Alors, des humains, vous êtes venu du court-métrage au long-métrage, puisque vous venez de terminer votre premier long-métrage qui s'appelle Nos amis les terriens. Comment ça s'est fait tout cela? Claude Lelouch a vu le court-métrage, Les Humains, et à la fin du court-métrage, il m'a dit « bingo, on fait le long ». Donc le court-métrage, le principe du court-métrage, c'était une sorte de documentaire animalier sur l'espèce humaine, tel que pourraient l'observer les extraterrestres s'ils avaient les moyens de venir nous voir, et tel qu'ils essaieraient de nous comprendre. Et donc il y a une voix off qui a la même
difficulté à comprendre les êtres humains que nous avons à comprendre les animaux, mais qui a aussi la même mauvaise foi. Quand on observe, par exemple, un lion qui mange une gazelle, c'est la voix off qui explique ce qu'on doit comprendre. Mais en fait, peut-être qu'il ne se passe pas du tout ça. Ou de même, par exemple, on entend le cri d'un cerf, un brame d'un cerf, on dit, voilà, c'est le chant d'amour. En fait, il est juste en train peut-être de signaler... Ma première passion est le cinéma. J'ai vu plus de films que j'ai lu de livres. Et d'ailleurs, quand j'écris, je pense storyboard, je pense cadrage, je pense lumière, je pense tous mes films comme du montage, mes livres, lapsus. Mais le point commun, c'est raconter une histoire. Et il s'avère que quand vous écrivez un livre, au mieux, vous touchez 100 000, 200 000, 300 000 personnes, parce que c'est le nombre de personnes qui lisent en France. On pense qu'en... Vous pouvez pas dire ça, vous. En France, on pense qu'il y a 100 000 personnes qui lisent. Moi, je touche un public de 300 000 personnes. Donc, c'est-à-dire, je touche des non-lecteurs. Et en France, je crois que maintenant, la télévision a un peu tout envahi. Et donc, il faut parler aux gens sur le médium le plus efficace. Et le médium le plus efficace, au niveau émotion, c'est l'image. Et j'ai toujours cherché à faire du film, du cinéma. Le problème, c'est que tous les scénarios que j'ai faits n'ont jamais trouvé de producteur parce qu'ils se sont dit, c'est quoi ce truc bizarre? Donc, ils m'ont toujours dit, trop bizarre pour nous. Alors, Oui, mais Bernard justement- Werber, oui, pardon, votre producteur, qui est Claude Lelouch, emballé donc par le court-métrage, vous a donné carte blanche tout de suite sur ce documentaire qui, j'allais dire, est au second degré tout de même. C'est très simple, on a cherché, on a fait le parcours normal, on a cherché une chaîne, on a cherché des financements, et tout le monde nous a dit que c'est quoi ce truc bizarre, c'est qu'il est star. Or, le principe, c'est qu'il fallait pas de star pour faire croire que nos extraterrestres ont pris des gens au hasard. Et les chaînes nous ont dit, il n'y a pas de star, nous, même le scénario, ça ne nous intéresse même pas de le lire. Trouvez d'abord les stars et après on verra le scénario. Mais bon, je crois qu'on a pu se permettre d'avoir ce luxe sur nos amis les terriens, d'avoir une très belle image, même si ça a été tourné en vidéo. On a des effets spéciaux extraordinaires. Je pense qu'aucune chaîne de télévision n'aurait financé des effets spéciaux comme ça pour un téléfilm, et j'ai pu me permettre de travailler avec des acteurs, de faire des expériences en les poussant très très loin. Par exemple, mon actrice principale, Audrey Dana, dans La Cage, s'est privée de manger pendant 3 jours pour être dans l'état d'un humain qui aurait été kidnappé par des extraterrestres, et elle jouait tellement bien son personnage que par moments j'ai dit, t'as pas besoin de faire le texte du scénario, le seul fait qu'on te filme, on comprend tout. Et progressivement, ce qu'on a fait sur la zone de La Cage, qui va être la plus spectaculaire du film, c'est que ce que tournaient les gens la veille définissait le scénario du lendemain. Donc tous les matins, je changeais tout le scénario par rapport à ce qui s'était passé la veille. Donc ce genre de manière de travailler, je pense qu'aucune chaîne de télévision ne pourrait se le permettre, qui est une manière de travailler à la Lelouch. Mais aucune chaîne de télévision n'aurait le courage de dire, attendez, vous allez réécrire tout le scénario et tout changer tous les matins pendant 1 mois. Évidemment, ça a inquiété toute l'équipe technique, ça a inquiété les acteurs, mais quelques acteurs se sont éclatés à faire ça. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Par exemple, on a eu une poule à un moment qui est livrée comme nourriture, mais la poule était vivante. Et elle devait être tuée par les acteurs en cage. Et il s'avère que la poule a très bien joué et a fait des choses extraordinaires. Du coup, on a décidé de la laisser vivre. Et les acteurs ont joué avec la poule et la poule continue à jouer dans la cage. Tous les bouquins racontent la même histoire qui est quelqu'un qui dort, qui se réveille. Alors, l'histoire du papillon des étoiles, c'est une humanité qui dort, qui se réveille. Voilà, la différence, c'est au lieu de faire une expérience individuelle, c'est une expérience collective. Maintenant, après, c'est comment raconter éternellement cette histoire de l'endormi qui doit se réveiller. On peut utiliser des personnages à cheveux, sans cheveux, à lunettes, sans lunettes, des hommes, des femmes. Mais au fait, les personnages sont des pions pour moi. Il y a 2 sortes d'écriture. Il y a soit on définit les personnages et la psychologie du personnage, et c'est elle qui va entraîner l'action, soit c'est l'action qui va entraîner la psychologie des personnages à se révéler. Moi, je privilégie l'action. Tous mes livres sont toujours construits comme des romans initiatiques. J'essaie que... Vous poussez le bouchon vachement loin. Lorsque le lecteur rentre et lorsqu'il sort, il ne soit pas pareil, qu'il soit changé, que le livre lui ouvre l'esprit, lui ouvre de nouveaux horizons et lui fasse poser de nouvelles questions. On a l'impression chez vous que dans la science, vous trouvez un potentiel romanesque incroyable. Bah oui, parce que la politique n'évolue pas, la philosophie n'évolue pas. Le seul domaine où ça bouge vraiment, c'est la technologie. Donc il faut utiliser les technologies, utiliser la connaissance de la médecine, de la génétique et tout, pour proposer de nouveaux scénarios, de nouvelles intrigues. Si on se contente de faire tout le temps les mêmes polars, les mêmes introspections, on va avoir tout le temps les mêmes romans. Quand même, ce qui manque dans la littérature française, c'est un souffle nouveau, c'est-à-dire de nouveaux imaginaires, de nouvelles images, de nouvelles situations. Et ça, je trouve actuellement, on trouve plus de ce souffle dans le cinéma
que dans la littérature, et c'est dommage. La littérature doit être à la pointe de l'imaginaire, il doit tout le temps proposer de nouveaux mondes. Comme le faisait Jules Verne, imaginez quand même Jules Verne à son époque avait inventé tellement de choses, avait proposé tellement d'imaginaire, c'était fantastique. Vous êtes un peu le Jules Verne contemporain, c'est-à-dire vous imaginez des scénarios complètement impossibles, notamment de se promener comme ça dans le paradis, donner des conseils aux humains. Ça nous sort de notre quotidien. Imaginez quelqu'un qui a travaillé toute sa journée dans un bureau ou dans une usine, c'est quand même mieux que quand il ouvre un livre, il ne voit pas les aventures de quelqu'un qui a travaillé dans un bureau ou qui a travaillé dans une usine, mais plutôt qu'il découvre un ange qui est en train de travailler au paradis et qui essaie de sauver des humains et puis qui se disent tiens, moi je suis cette petite chose, c'est ce petit bonhomme que regarde peut-être mon ange et qu'il essaie d'aider et que moi j'arrive pas à comprendre quel est le sens de ma vie. Je crois que le plus grand problème des humains, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et la plus belle chose qu'on puisse souhaiter à notre être humain, c'est comprendre. Quand on écrit des best-sellers, on n'a pas la tentation du message. Si, peut-être. Non, mais c'est vrai quand on écrit, il faut avoir quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire, c'est peut-être pas la peine d'abattre des arbres. Oui, puis alors, c'est pour ça que je remercie chaque fois les arbres à la fin de mes livres qui servaient à la pâte à papier. Parce que c'est vrai que sans arbres, il n'y aurait pas de livre. Non, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir sur l'humanité, nous en tant que troupeau, réfléchir où on va, d'où on vient. Mais c'est une réflexion, je crois que n'importe qui peut s'autoriser de penser à toute son espèce globalement et se dire, bon, on en est où au juste là maintenant ? Parce que quand on regarde les informations, on n'a que les mauvaises nouvelles. On sait ce qui ne va pas. On ne sait pas ce qui va. Et ensuite, on ne sait pas remettre tout ça dans le contexte. Ouais. Sans parler que je pense qu'aux informations, on n'a que 10% de ce qui se passe vraiment, parce que les vraies infos nous sont cachées. Parce que les dirigeants... Mais non, mais c'est logique, c'est parce que sinon, on est comme un troupeau. Vous imaginez s'il y a un troupeau de vaches, on leur signalait, écoutez les copines, je ne veux pas vous affoler, mais ça se peut qu'on aille à l'abattoir, il y aura une certaine panique. Donc il vaut mieux que certaines infos ne transitent pas, et c'est très bien pour... Mais nous, n'importe quelle vache peut se demander, au juste, pourquoi on est là, pourquoi on est tous ensemble, pourquoi le foin tombe tous les matins, et qu'est-ce que c'est au juste cette petite maison là-bas qui fume, et d'où sort des camions où il y a écrit charcuterie et viande. On peut se poser des questions. Et je crois qu'on est tellement tous dans nos problèmes personnels qu'on oublie ce pouvoir qu'on a de penser notre espèce, de nous resituer en tant qu'animal au milieu d'autres animaux, d'animal au milieu de la nature, d'animal au milieu du cosmos. Mais on est un animal. Dans l'Empire des anges, j'ai essayé d'imaginer un tout petit peu ce monde des anges. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que mes anges aussi sont comme l'humanité, c'est-à-dire qu'il y en a une moitié qui est athée, une moitié qui est croyante, et un tiers au milieu qui est agnostique. Et donc les anges se demandent est-ce qu'il y a un Dieu au-dessus ? Et mon héros, Michael Pinson, va d'ailleurs, avec son ami Raoul Razorback, partir dans l'espace à la recherche non plus du paradis, mais de l'endroit où peut se cacher le Dieu qui manipule les anges, qui eux-mêmes manipulent les hommes. Mais alors pourquoi est-ce que les hommes n'écoutent pas leurs anges ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'écouter leur ange, ils ont besoin d'écouter leur rêve et d'écouter leur âme, je dirais plutôt. Les anges les aident à écouter leur propre âme. Le problème des humains, c'est qu'ils sont souvent bloqués, enfin des humains, j'en suis un, mais ils sont bloqués par les peurs. On finissait par l'oublier. Les peurs, des peurs et une absence de notion de liberté, c'est-à-dire qu'on est tout le temps, on se crée des chaînes, que ce soit le travail, la famille, la communauté, et dès qu'on perd ces chaînes, on est inquiet. Or, les anges veulent nous aider à être libres, à penser par nous-mêmes, à ne pas recevoir d'influence, ne pas être manipulés. Et nous, à peine on est libre, à peine on est libéré d'un travail, on en cherche un autre, à peine on est libéré d'un couple, on en cherche un autre. On a tout le temps une envie d'être rassuré par des prisons. Et les anges nous aident à nous libérer de ces prisons. D'accord, mais enfin, quand tu es sans travail, tu es bien content quand même de chercher du boulot. Quand même, c'est important quand tu es chômeur. Oui, mais il faut trouver un travail dans lequel on exprime justement ce qu'on a de meilleur en soi. Et qu'est-ce que l'amour vous a appris ? Je crois qu'elle a encore à m'apprendre. C'est pas que du passé, c'est aussi du présent et du futur. Ça m'a appris à moins m'occuper de moi et donc à me sentir vachement mieux. C'est-à-dire que l'amour, c'est quand vous vous intéressez plus aux autres qu'à vous. Et ça, c'est vachement agréable. Parce qu'en fait, ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on se préoccupe plus de soi. Et quand on s'intéresse à l'être qu'on aime, ou même, je dirais, à un ensemble de personnes, je veux dire, on peut aimer la nature, c'est une pulsion qui fait que vous sortez de vous-même. On revient à ce concept de décorporation tout à l'heure. Et c'est-à-dire que quand on aime vraiment, on n'est plus en soi, on se répand partout. J'aime bien cette idée de savoir qu'on n'est pas prisonnier d'un corps, on n'est pas dans ce gros sac de sang et de peau, et qu'il suffit de fermer les yeux. D'ailleurs, les auditeurs peuvent le faire maintenant, fermer les yeux, et on imagine que notre pensée est plus large que notre crâne, et comme un grand naperon se répand, et s'élargit et couvre toute la ville, puis tout le pays, puis toute la planète, puis revient comme ça. Et ça sert à rien, mais c'est amusant.
Moi, en vrai, ça me fait rire de savoir que l'esprit est si puissant et que notre capacité d'émettre des choses positives et de recevoir les choses positives des autres est si facile à réaliser. Il y a un auditeur qui veut savoir si tout ce que vous dites est vrai dans vos livres. Je vous réponds simplement, j'en sais rien. Je vous parlais tout à l'heure de l'amour. En fait, l'amour, quelque chose que je ne connais mal, mais en fait, je connais tout mal. Ma première caractéristique est peut-être d'être ignorant ou agnostique, et c'est pour ça que j'essaie de me renseigner. Vous aimez explorer l'âme humaine. Comment elle va, l'âme humaine, aujourd'hui, selon vous? L'âme humaine en général, la mienne, la vôtre. En général, on va commencer par la générale. Je crois que c'est la meilleure période de l'humanité, malgré tout ce que racontent les médias, toutes ces informations anxiogènes qu'on entend. C'est la meilleure période parce que déjà nous ne sommes pas en guerre, nous mangeons tous les jours, nous pouvons espérer vivre jusqu'à 100 ans, donc nous avons la médecine, nous mangeons, nous pouvons éduquer nos enfants de mieux en mieux. Enfin, nous ne sommes pas en guerre en France, parce que Pas en quand France. on regarde l'état du globe... Oui, mais parce qu'il y a de plus en plus d'êtres humains sur Terre et qu'il y a des enjeux économiques. Mais ça, c'est des enjeux économiques, des enjeux philosophiques, religieux. Jamais nos ancêtres ont vécu aussi bien que nous. Maintenant, nous avons des nouveaux défis. Vous savez, il y a actuellement 6,5 milliards d'êtres humains. On pense que nous avons eu 6,5 milliards d'ancêtres. C'est-à-dire qu'il y a 6,5 milliards de personnes qui sont nées jusqu'à présent. Et il y a autant de vivants que de morts. C'est un instant charnière. Nous avons aussi une autre raison que c'est un instant charnière. Nous avons pour la première fois la possibilité de détruire notre planète. Donc, notre responsabilité à nous, enfants de cette génération, est gigantesque. Nous pouvons décider de sauver ce monde ou de le voir se détruire, parce qu'il y a un risque de destruction. Et tous mes livres ne servent qu'à ça, c'est chercher des solutions pour sauver ce monde et éviter tous ces nuages noirs. 1 + 1 = 3, du moins je l'espère de tout mon cœur. C'est-à-dire qu'ensemble, on est plus fort que seul et qu'on est capable de créer un système de société où l'addition des talents de chacun est plus forte que la simple somme des talents. C'est-à-dire qu'on peut s'entraider. C'est cette idée-là. Et ensuite, il y a une autre notion intéressante dans 1 + 1 = 3. Il ne faut pas croire que la science est quelque chose de dur, solide, qui sait quelque chose. Je pense que tout ce qu'ont découvert les scientifiques en 1996 va s'avérer faux dans 50 ans. Et c'est très bien. Il faut tout le temps renouveler notre savoir et ne pas se figer. Donc même une notion comme 1 + 1 = 2 pourra être probablement un jour remis en question, comme on remet en question actuellement le fait que le Big Bang est à l'origine de l'univers, comme on remet en question toutes les certitudes qu'on avait. Il y a une jolie phrase que j'avais entendue, c'est ce qui est scientifique est réfutable et ce qui est irrationnel est irréfutable. Et c'est vrai que par exemple une phrase comme si on dit la Terre est ronde, ben c'est réfutable. La Terre n'est pas ronde, elle est ovale, patatoïde en fait. De même si on dit la lumière va droit, c'est réfutable. Même si c'est scientifiquement ça a l'air exact, il suffit de mettre une lampe de poche dans de l'eau et de remuer, et le trajet de la lumière n'est pas droit. Par contre, si vous dites dans un château il y a des fantômes, ça c'est irréfutable parce qu'on ne pourra jamais prouver qu'il n'y a pas de fantômes dans ce château. Donc il faut avoir cette modestie de la science, il ne faut pas croire que les scientifiques vont nous sauver. Il ne faut pas croire qu'il y a un savoir figé. Heureusement, il y a un renouvellement permanent des générations et des idées. Il y a tout le temps des jeunes, je dirais, où il y a tout le temps des gens qui ont suffisamment d'imagination pour contredire. Tous mes livres terminent en happy end. Il n'y a pas un seul livre où les personnages meurent ou sont malheureux. Je me dis tout le temps, voilà, l'idée qui est la base de mon travail, c'est au moment où la personne a terminé de lire mon livre, elle doit avoir un sourire aux lèvres, elle doit avoir envie d'entreprendre des choses. Donc, que ce soit le cycle des dieux, nous les dieux, le cycle des fourmis ou le papillon des étoiles, je pense, et j'ai beaucoup réfléchi à ça, au moment où les gens terminent le livre, ils doivent se dire « Waouh, j'ai envie maintenant de lancer un projet, j'ai envie de refaire ma vie, j'ai envie de m'attaquer au système ancien, peut-être, mais j'ai envie de ne pas rester à m'endormir. » Le drame, c'est s'endormir, c'est aller vers la fainéantise, ne pas faire d'efforts. Le premier terme des fourmis, le premier mot de mon cycle, c'est l'éveilleur. Et c'est le sens d'un livre, c'est éveiller. Et si les choses s'endorment, c'est encore pire que si elles sont détruites. S'il faut secouer un peu, j'accepte cette idée. J'espère que mes livres secouent un peu. Et j'essaie de me secouer moi-même pour ne pas m'endormir.